Dernier orateur, Monsieur Jacques Bigot, pour le groupe socialiste et républicain. Merci Madame la Présidente. Dernier orateur avant la pause du dîner, cela m'oblige peut-être pas à utiliser 14 minutes. Je le ferai d'ailleurs d'autant plus volontiers que je récupère 7 minutes que devait utiliser René van Nierendonck, qui est malheureusement absent aujourd'hui de nos débats pour des raisons de santé, mais qui ne dureront pas. C'est la fin du moment. Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, quelques mots sur ce texte qui apparemment satisfait l'essentiel des membres de cet hémicycle. Je crois que, Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous allez être content que le gouvernement ait demandé que cette lecture se fasse d'abord au Sénat. À vous rassurer, ça facilitera les choses. Dans un contexte qu'il faudrait rappeler, où effectivement les policiers, mis à très rude épreuve, ont incontestablement le sentiment qu'ils ne sont pas entièrement soutenus et compris par la population, et que les menaces dont ils font l'objet, les difficultés de leur métier, les risques pour leur vie, et même la vie de leur famille, est quelque chose dont on ne le dit pas assez, et qui sans doute a justifié aussi les mouvements importants. Nous pensions, je me souviens de ces débats sur la loi du 3 juin dernier, qu'on avait trouvé, notamment avec la rédaction de notre rapporteur Michel Mercier, un équilibre dans le texte sur le péril pour répondre à cette demande des forces de l'ordre. En fait, il n'en est rien. Il souhaitait effectivement avoir plus de précisions et que ces précisions soient apportées dans, je dirais, quelque part leur code, le code de la sécurité intérieure, alors que le texte que nous avions adopté était dans le code pénal. Et le code pénal, ça veut déjà dire, on regarde s'il y a une infraction, s'il n'y a pas une infraction. Donc, ce texte d'abord, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je pense qu'il est là pour rassurer les policiers. Je ne suis pas sûr juridiquement d'ailleurs qu'il les rassurera toujours entièrement. Les rassurer aussi par rapport à l'inquiétude qu'ils ont à l'égard de l'interprétation que pourraient donner les magistrats de leur rôle. Et on a senti en les auditionnant qu'ils ont l'impression que les magistrats ne comprennent pas leurs difficultés sur le terrain, ce qui n'est pas vrai, je crois, notamment des procureurs de la République, des juges d'instruction, et encore moins de ceux qui sont chargés notamment de la lutte contre le terrorisme. Mais la question n'est pas que celle du terrorisme. Viry-Châtillon, ce n'étaient pas des terroristes, c'étaient des jeunes délinquants ordinaires, sans doute, dans des conditions épouvantables. Donc, ne pensons pas que cette loi ne vise que la question de la lutte contre le terrorisme. Elle vise la question contre des formes de criminalité et surtout à préciser pour les policiers, pas seulement pour les policiers, pour les gendarmes, pour tous, quelles sont les conditions, tout en respectant les règles posées par la Cour européenne des droits de l'homme. S'agissant de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez, dans l'étude d'impact, Monsieur le ministre, donné la jurisprudence et de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle est beaucoup plus nuancée que certains le font croire. Cette notion d'absolue nécessité et de proportionnalité est conforme à cette grande convention que la France avait appelée de ses voeux, et il ne faudrait pas l'oublier. Mais trop souvent, on fait dire à la CEDH des choses qu'elle ne dit pas et qu'elle n'empêche pas. Et vous avez rappelé notamment que dans son arrêt Gerner, la France, rendu le 17 avril 2014, s'est prononcée sur la conformité de la législation française et de nos règles. Donc, en fait, il y a moins de soucis qu'on ne le pense, mais quand vous discutez avec les policiers, vous vous rendez compte, parce que ce sont les policiers de la base, que l'inquiétude vient aussi, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la relation parfois avec la hiérarchie. Lorsqu'ils viennent vous dire immédiatement, quand on a commis un acte, on se retrouve confronté à l'inspection. Parfois, nous sommes mis en garde à vue. La garde à vue n'est pas une nécessité et il y a sans doute d'autres moyens de faire que d'enquêter. Et ils sont bien conscients qu'ils doivent rendre des comptes lorsqu'ils font usage de leurs armes, mais il est nécessaire,
à partir de ce texte, et ça a été rappelé, ça a été dit notamment par le Conseil d'État, de bien former les policiers, non pas simplement au tir, mais aux conditions dans lesquelles ils peuvent l'utiliser, parce que ces moments de stress très forts que quelqu'un a rappelés font effectivement que l'on n'a pas le temps de lire un texte et de comprendre et de dire est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, etc., mais que ça nécessite effectivement, je dirais comme l'on apprend quand on conduit un véhicule automobile à savoir être réactif face à des événements surprenants, eh bien, il faut sans doute effectivement faire cette formation et elle est nécessaire et le Conseil d'État a eu raison de le rappeler. À partir de cela, je serais tenté de dire cette loi est une loi de clarification, mais pas une loi de changement. Et il faut espérer d'ailleurs que la trop grande clarification ne se retourne pas parfois contre ceux qui craignent les magistrats, pour des magistrats qui viendraient dire « mais ce n'était pas tout à fait ça dans le texte ». Je ne le pense pas, mais c'est une clarification qui était souhaitée et qui est bien équilibrée. Bien équilibrée parce qu'elle répond aux exigences de notre Convention européenne, absolue nécessité et proportionnalité, et elle clarifie aussi les choses pour l'ensemble de ceux qui sont amenés à utiliser des armes au nom de la République et pour la défense des personnes et des biens. C'est à la fois les gendarmes, à la fois les policiers, les militaires, les douaniers, et il nous reste, Monsieur le ministre de l'Intérieur, la question qu'on a évoquée d'ailleurs en commission des policiers municipaux. Monsieur le rapporteur, vous avez fait une proposition qui nous satisfait parce qu'elle vise finalement le cas de la légitime défense, tout simplement, mais elle permet, Monsieur le ministre, d'indiquer aussi aux policiers municipaux qu'on a conscience, nous, les sénateurs issus des collectivités territoriales, qu'ils sont de plus en plus amenés à venir aider la police nationale dans des missions de sécurité. Moi, je ne peux penser à ce que les policiers municipaux de la ville de Strasbourg ont fait pendant tout le marché de Noël, aux côtés des militaires, aux côtés de la police nationale, pour sécuriser ce lieu de rencontre. Donc, ce point est important. Nous avons d'ailleurs proposé un amendement qui vise aussi un autre détail, une curiosité de la loi, qui fait que les policiers municipaux auxquels on demande de sécuriser une manifestation et de contrôler ça ne peuvent pas faire des palpations, alors que des agents de sécurité privée pourraient le faire. Voilà des choses qu'il faut rattraper. Profitons de ce texte. C'est un amendement, je crois que la Commission a donné sur ce point un avis favorable pour que ça puisse être suivi ce matin. Bien, c'est des questions de cette nature de clarification qui sont importantes. Et je rajouterai à cela la difficulté juridique aussi que représente l'article 2 sur l'anonymisation. Nous avions envisagé avec René van Dierengang, ce n'a pas été retenu par la Commission et donc on ne le représente pas ici, de se dire est-ce que ça ne doit pas être le procureur de la République qui donne l'autorisation. Je pense qu'il est indispensable, vous avez raison de remettre votre amendement, Monsieur le ministre, il est indispensable que nous sécurisions les procédures dans le cadre de cette anonymisation. Il y a à la fois effectivement la protection des personnes, la sécurisation des personnes, mais aussi éviter qu'un jour un tel dossier arrive devant la Cour de cassation, voire devant la CEDH, et on dise l'anonymisation n'était pas possible, elle n'était pas conforme, et qu'il y ait une difficulté. Donc soyons sur ce point quand même encore extrêmement prudents, mais prenons en considération les difficultés effectivement qui peuvent se produire pour les policiers, pour leurs familles. C'est vrai aussi pour les magistrats. C'est vrai aussi pour toutes les personnes qui sont en contact avec la grande délinquance, et pas seulement le terrorisme, la mafia peut le faire aussi, qui méritent d'être protégées par cette anonymisation. Nous aborderons, mais je crois que ce sera plus tard, Monsieur le garde des Sceaux, la question de la sécurisation auprès des établissements pénitentiaires. De ce point de vue-là, je pense qu'il faut effectivement que ce soit absolument dans l'emprise foncière des centres pénitentiaires. On ne peut pas envisager au jour d'aujourd'hui de laisser l'administration pénitentiaire, avec son volet de sécurisation, assurer aussi la sécurisation sur la voie publique, comme cela est préconisé, parce que, Monsieur le Président de la Commission des lois, nous avons vu sur le terrain, dans le cadre de la mission dans laquelle je vous accompagne beaucoup sur le redressement de la justice, combien
a été mis en difficulté l'administration pénitentiaire par le fait de dire dorénavant les transferts de détenus ne sont plus de la compétence du ministre de l'Intérieur, qui a réussi du coup à soulager ses personnels, mais les vôtres, monsieur le garde des Sceaux, sont chargés, et donc faisons très attention à cela. Donc sur ce point, je pense que pour l'instant, tant que les personnels ne seront pas suffisants, on ne peut pas envisager que la sécurisation autour des établissements pénitentiaires qui sonnent sur la voie publique puisse être assurée par les forces du ministère de la Justice. Vous voyez bien, c'est peut-être pour répondre au dernier intervenant, que sur ces sujets-là, il faut être modeste, constructif, être à l'écoute, ce qui est le rôle des parlementaires, être à l'écoute des personnels, mais aussi savoir que derrière le personnel, il y a une hiérarchie et que la hiérarchie doit aussi apporter beaucoup, moi j'étais très sensible à cette question. Et enfin, il faut qu'il y ait les moyens. Vous l'avez rappelé, M. Buffet, tout à l'heure, les moyens de la police et de la justice. Vous avez dit l'ensemble des forces vives. Je n'ai qu'une inquiétude, c'est que ceux qui viennent aujourd'hui nous donner des leçons et nous dire « vous n'avez pas fait assez, vous n'avez pas fait assez vite », ne pensent pas à conserver toutes ces forces vives. Je mesure, et chaque fois on le dit, le nombre de magistrats qui ont été recrutés ces temps derniers, le renforcement des moyens de l'administration pénitentiaire, le renforcement des moyens de la police, et il ne faudrait surtout pas abandonner ces efforts qui sont indispensables. Nous devons veiller à ce que les moyens de la République restent là, sinon nos lois seront vaines. Merci beaucoup.